tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Mettre fin à la contrebande néfaste à l'économie nigériane. Muhammadu Buhari, le président nigérian, avait d'autorité fermé ses frontières à ses voisins, dont le Bénin. 2 mois de fermeture annoncés, on en est désormais à 1 an. Pour l'économie béninoise, beaucoup craignaient, car très dépendante de ses exportations vers son voisin nigérian. Mais le temps est passé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En tout cas, les avis semblent très divergents. Fermeture des frontières bénino-nigérianes, 1 an après, une résilience réussie. C'est le thème, mesdames, messieurs, en débat ce jour. Et sur ce plateau, en notre compagnie, un acteur du secteur privé, un analyste économique. À ma droite, Zéphirin Aouga. Analyste, il est acteur du secteur privé. Zéphirin Aouga, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetongui. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs de Sika TV. Je vais répondre à leur façon. En face de vous, pour cet instant, analyse, appréciation des données. Kazmik Bidjo, analyste économique, il est le directeur de publication de Nouvelles Économies, journal d'investigation des données économiques. Kazmik Bidjo, bonjour. Bonjour Joël Yetongui, bonjour chers téléspectateurs, bonjour monsieur Aouga. Merci beaucoup, bonjour. Oui, on avait annoncé l'asphyxie de l'économie béninoise, une économie trop dépendante du Nigeria. C'était aux premières heures de la fermeture de la frontière bénino-nigériane. C'était le 20 août. 1 an après, le Bénin, au plan économique, en croire l'Agence nationale, aura émerveillé le monde entier. Zéphirin Aouga, si vous devez poser votre regard, vos réflexions sur cette posture de l'Agence nationale. Oui, c'est un constat, parce que personne ne s'attendait à ce qu'on a observé il y a 1 an. Et ce n'est même pas seulement il y a 1 an. On est habitué, puisque nous sommes voisins du Nigeria, le grand Nigeria, et avec qui nous partageons plus de 700 kilomètres de frontières. Et j'avais une fois ici, sur votre plateau, ici, suite à votre invitation, expliqué qu'il ne faudrait pas qu'on voit seulement les États, qu'il fallait voir aussi les peuples, et que les décisions étatiques s'imposent au peuple, mais les peuples ont leur manière de vivre, leur façon de collaborer et savent comment faire pour régler leurs problèmes et leurs besoins, pour satisfaire leurs besoins, et que souvent les politiques étatiques ne sont pas toujours en phase des besoins réels immédiats des populations. Et que chaque population se débrouille selon les opportunités, selon la géographie, selon les marchés, et les gens travaillent. Donc il ne faut pas voir seulement le problème au niveau de l'État, mais il faut le voir aussi au niveau de la mobilité des citoyens qui comprennent une loi ou pas, se débrouillent pour satisfaire à leurs besoins. Et dans ce qui est arrivé, on a vu que naturellement, sans tout le monde comprend que dès que le Nigeria ferme sa frontière, que le Bénin ne fera moins de rentrée au niveau du cordon douanier. Ça là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde sait qu'on aura des problèmes. Alors, 1 an après, est-ce qu'on peut dire que le Bénin aura émerveillé? Oui, bien sûr. Des éléments d'appréciation. Bien sûr, bien sûr. C'est à dessein que je parlais de l'État, je parlais des peuples. Alors, on va aller dans le concret. Allez-y. Depuis que le Nigeria a fermé sa frontière, vous avez vu toujours que l'essence Payot coule toujours dans Cotonou. L'essence Payot, l'essence qui vient du Nigeria, n'est pas un produit béninois. Mais quand il quitte le Nigeria pour le Bénin, ça nourrit les bouches, ça nourrit des familles. Ça fait partie, ça rentre dans l'économie au Bénin ici. Alors donc, le Nigeria
moi, je m'étais toujours posé la question, parce qu'au début, tout le monde s'acharnait en disant, oui, voilà, bon, et puis il y avait des considérations politiciennes aussi qui fait, bon, le Nigeria va sévir maintenant. On sait que nous sommes vraiment liés au Nigeria et que lorsque le Nigeria prend une décision, ça doit jouer sur le Bénin. Mais cela ne veut pas dire que le Bénin va disparaître. Il y en a qui prédisaient même que d'ici 2 mois, on ne saura même plus payer les salaires dans ce pays. Ça a été dit. Mais oubliant qu'il faut dissocier les États des peuples. Vous allez dans l'Ouémé. Allez dans l'Ouémé, prenez vos caméras, promenez-vous, et vous allez voir, de Cotonou à Porto-Novo, Misrété, vous continuez un peu, vous continuez. Vous verrez au bord des voies, des femmes, des personnes et vous allez voir des motos circuler. Des motos circuler qui vont, qui viennent, qui font le transport. Vous croyez, ils viennent d'où? Malgré la fermeture, ils viennent du Nigeria. Ils font des choses. Quand vous voyez quelqu'un venir déverser de l'essence à Porto-Novo, ou bien à Misrété, ou bien et qui repart, vous croyez qu'il repart, qui repart vide? Il ne repart pas vide. Donc ça veut dire que les populations dans tous les pays du monde n'attendent pas l'État pour subvenir à leurs besoins. Les États ont la responsabilité de dicter les lois, de faire des orientations, d'avoir des politiques. Et c'est ce que l'État nigérien a fait. L'État nigérien, certains pensaient que oui, quelques politiciens pensaient que oui, c'est pour lutter contre le Bénin, c'est forcément contre le Bénin que la décision a été prise. Non, l'État nigérien est dans une politique de développement de l'économie locale, la production du riz, production des tomates, production d'autres produits, tout ça là, pour doper dans la perspective du marché commun qu'on veut mettre en place ici. Il a suffisamment signifié l'État nigérien. Signifié. Donc ça n'avait rien contre le Bénin. Tout à fait. Alors, sur la question, vous permettez... Une seconde, je finis. Ça n'avait rien contre le Bénin. Et quand ça a été fait, quelle est la faute du Bénin? Quelle est la faute du Bénin? Un État sérieux comme le Bénin devrait faire quoi? On prend acte. On ne va pas aller tous se mettre au stade de l'amitié et se mettre une balle dans la tête parce que le Nigeria a fermé sa frontière. Mais nous avons continué à vivre comme tout peuple. Avec des difficultés, certes, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont des sociétés et qui sont greffés sur le plan formel et à l'activité économique venant du Nigeria, ceux qui travaillent au port, ceux qui sont au niveau des frontières, tout ça là, naturellement, doivent avoir des problèmes. Ça, c'est connu. Le Bénin, mais après, tous les autres vivre. On va avoir rapidement l'avis de votre justement, avis. Je conclue une seconde. Et c'est ça qui fait que l'Argentin dit. Et tout le monde observe que ce que les gens prédisaient. Je suis content d'être devant Casimir. Lui et moi, on est encore dans ce studio. On lui donne la parole. Il est toujours en forme, bien joufflu et tout. Donc, ça veut dire que chacun se bat. Les États ont leur politique. Merci, monsieur. Permettez qu'on recueille son avis. On va poursuivre. Voilà. Oui, un an après, le Bénin aura émerveillé l'avis de l'analyste économique. Non, je ne suis pas d'accord avec votre thème déjà, parce que la résilience, je l'ai dit, commence le premier jour où la crise est terminée. Si vous me dites qu'il y a résilience, c'est que vous me dites que la crise est terminée à une date X et que la résilience a commencé. Je ne suis donc pas d'accord avec ce principe de résilience. De résilience, vous l'avez car cela me tient. Oui. C'est vous qui choisissez vos thèmes, c'est vous qui les animez. Oui. Revenons. On a eu des économistes rompus à la tâche qui nous ont appris que oui, au Bénin, c'est déjà la résilience face à ce problème-là. Le Bénin est particulier de la définition de la résilience. La résilience, et le ministre aussi le connaît. Le ministre Ouada connaît. Ses cadres le connaissent. Alors, la résilience comme commence, la capacité. La résilience commence le jour où la crise est terminée. C'est le jour-là la résilience. La résilience, c'est la capacité qu'a un pays à faire face voilà. À la crise. Donc, okay. En pleine crise. Pris sous cet angle. Monsieur Casimir, non, un instant. Pris sous cet angle. La capacité, dites-vous, qu'a un État à s'adapter aux difficultés. La difficulté annoncée ici, c'est que fera le Bénin alors que le Nigeria vient de fermer sa frontière. Un mois annoncé, c'était le tollé général, on se rappelle. Un mois après, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on en est à compter 12. Et le Bénin observe. Un certain nombre d'acteurs est debout. Certains disent même
plus debout que jamais. Alors, n'est-ce pas une capacité à s'adapter à une situation, M. Casimir Pidjor? Non, vous n'allez pas dire que le Bénin tient debout. Vous n'allez pas dire... Non, je rapporte des propos d'observateurs de la vie socio-économique. Permettez que j'opine. Oui, c'est parce que vous sortez des mots. Et des mots que vous sortez, je vous demande simplement d'apprécier vous-même. Allez-y. Merci. Et donc, comme l'a dit M. Aouga, oui. C'est pas parce que le Nigeria a fermé ses frontières que nous allons prendre un ciseau et couper le Bénin du côté du Nigeria et jeter ça ailleurs. Oh. C'est pas parce que le Nigeria a fermé ses frontières que nous allons nous pendre à la place publique pour dire c'est fini. Non. Ouais. C'est pas parce qu'on a dit quand le Nigeria a des problèmes, le Bénin est décédé, que forcément ça arrive comme ça. Voilà. Mais voyons dans les statistiques si effectivement la fermeture des frontières a un incident sur l'économie. C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y. Donc, je ne sais pas pourquoi ça vocifère, je ne sais pas pourquoi la tension allait tout d'un cran, parce que le Nigeria a fermé, le Bénin va disparaître. Non, personne n'a jamais dit ça. Que quand le Nigeria ferme sa frontière, le Bénin ne va plus exister. Personne n'a jamais dit ça. Et même ceux qui l'ont dit, est-ce une source officielle? Sortez-moi les documents, s'il vous plaît. Monsieur Joël, permettez, s'il vous plaît, que par rapport à la question, non, vous évoluez. Oui, quand vous ouvrez d'autres pans, je suis obligé de poser des petites questions. Oui. Le Bénin, la question du départ aura émerveillé le monde. Qu'en dites-vous? Et le Bénin est émerveillé. Je vais vous lire ici le bulletin trimestriel des statistiques du commerce extérieur du Bénin au titre du premier trimestre 2020, publié par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Principaux partenaires à l'exportation dans l'espace CEDEAO. Les exportations du Bénin vers les pays clients de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont connu une hausse de 13,7% au premier trimestre de l'année 2020 par rapport au quatrième trimestre de l'année 2019. Les exportations sont évaluées à 13,9 milliards de francs CFA, soit 173 843,6 tonnes au premier trimestre 2020, contre 12,2 milliards au trimestre précédent. Le trimestre précédent, c'est le quatrième trimestre 2019. Alors, je suis sur deux tableaux où, en bon béninois, comme M. Aouga veut que je le dise désormais, je vais applaudir pour dire, à partir du 1er janvier 2020, le Bénin a trouvé une stratégie pour reprendre le contrôle de ses exportations vers d'autres destinations. Et si je continue, vous allez comprendre que désormais, le Niger est en tête du peloton. Je lis une citation. Le Niger est en tête du peloton au premier trimestre de l'année 2020, comme au trimestre précédent, totalisant 28% de la valeur des ventes des produits béninois à l'extérieur. Donc c'est le Niger qui désormais consomme la production locale. Quatrième trimestre et premier trimestre 2020. Pour vous dire quoi, les frontières ont été fermées quand? Le 20 août 2019. Le quatrième trimestre est venu après. Le Bénin a déjà trouvé une stratégie et je l'ai dit sur ce plateau. J'ai dit sur ce plateau, quand vous n'avez pas votre papa, contentez-vous des services de votre oncle. Si vous n'avez pas les 200 millions de Nigérians, allez vers l'UEMOA. Je l'ai dit ici. Et ça s'est démontré. Le commerce, personne n'a dit à M. Aouga que nous sommes contents, que c'est ceci, c'est cela. Et n'empêche, ils l'ont dit dans la statistique qu'au quatrième trimestre, nous étions à 12,2 milliards de francs CFA en termes donc d'exportation. Et au trimestre qui a suivi, nous sommes allés au-delà. Nous sommes allés au-delà. C'est la preuve qu'il y a un problème. C'est de ça que nous parlons. On a dit qu'il y a un problème. C'est tout. On n'a pas dit, prenons ciseaux, opposition ou bien mouvance non organisée. Il y a Prenez quel problème? S'il vous plaît. Quand vous parliez, je vous ai laissé. Oui, il y a quel problème? Permettez-moi. Oui. Moi, je suis sur des données statistiques. Je veux comprendre, il y a quel problème? Je ne fais pas un débat de personne. Il y a quel problème? Le problème, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au quatrième trimestre de l'année 2019. Ça, c'est de lire. Dites le problème. Non, laissez-le. Non, monsieur, je ne suis pas votre enfant. Laissez-le. Vous n'allez pas m'intimer l'ordre. Nous sommes dans un débat contradictoire. Et je veux que le respect soit sur ce plateau. Vous n'allez
je suis pas votre ouvrier. Merci beaucoup. Allez-y. Donc je lis parce que moi je fais pas un débat politicien. J'ai ici le rapport de l'INSA, je l'ai précisé avant de commencer. Quel est le problème? Au 4e trimestre, nous avons 12,2 milliards, alors que au premier trimestre 2020, nous avons atteint un record de 13 milliards 9. Oui, le problème. Le problème, c'est que au 4e trimestre, il y a chute des exportations. C'est ce que ça notifie ici. Oui. Donc, véritablement, il y a chute. Et c'est parce que la situation de la fermeture est venue. Et les Béninois n'ont pas croisé les bras. Ils sont allés vers d'autres partenaires, vers d'autres clients. Et c'est le Niger. Je l'ai lu ici. Après le Niger, vous avez le Burkina Faso, qui était 6e. Je lis bien le rapport. 6e au 4e trimestre de l'année 2019, gagne 4 places et occupe la 2e place au trimestre premier trimestre 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on dit ça, ce n'est pas qu'il y aura un monstre qui va venir. Si vous comprenez, la fermeture, en résumé, a eu d'impact. Il n'y a rien à faire. C'est ça on dit. Il y a eu de l'adaptation. Mais il y a de l'adaptation. Okay. Maintenant, cette adaptation a-t-elle suffi au Bénin pour faire face au manque, aux pertes et profits? Et qu'est-ce que vous répondez? Cette adaptation? Non. Parce que le ministre de l'économie et des finances, M. Aouga, est venu nous dire qu'on a perdu 46 milliards. Vous leur avez retourné ça dans les caisses. Ça veut dire le PAG, pour le compte donc du trimestre 4 et du trimestre 1, souffrira tout au moins. Parce que c'est les derniers chiffres que le ministre a donnés. Encore que j'attends de sortir les vrais chiffres ici. On a 46 milliards de manque à gagner. Leur aviez-vous donné cela? Et vous l'avez dit à l'entame de cette émission que j'ai aimé, que nous n'allons pas faire le débat étatique, mais faisons un débat global du Bénin. Les populations, pendant que l'État a perdu 46 milliards, qu'est-ce que les populations ont perdu? Leur aviez-vous rétrocédé cela? Vous avez parlé du mono. Il y a une semaine, de l'OME. Moi, il y a une semaine, j'ai été à Parakou, en fait, dans la zone septentrionale. J'ai parcouru tout le long, mais j'ai vu des populations qui ont continué par aller prendre de l'essence et aller faire leurs activités. Ce qui est fermé ici, je vais vous le dire, M. Aouga, ce n'est pas les frontières poreuses entre le Bénin et le Nigeria, c'est les frontières officielles. C'est là où Bénin contrôle. Dont vous avez parlé, le port autonome de Cotonou envoie directement de façon officielle ces marchandises sur le Nigeria. C'est ces frontières qui ont été fermées. Les frontières poreuses continuent de fonctionner. Donc pourquoi voulez-vous, M. Aouga, je ne sais pas sur quelle étude, sur quelle base, vous pensez que l'essence frelatée va cesser de fonctionner. L'essence frelatée va cesser de fonctionner quand le Nigeria va cesser de subventionner le produit chez lui ou quand il va fermer les robinets de ces stations. C'est ça. Donc la stratégie, ne confondez pas les choses. Ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas du tout l'amalgame. À Parakou, le litre d'essence est à 350. N'empêche, à Cotonou, c'est à 500 francs. Qui s'en est plein? Nous avons retrouvé ces données-là au niveau de la statistique. Personne ne s'est plaint. Qui vous a dit, dans les produits que le Nigeria a cités, dans les produits que le Nigeria a cités, y a-t-il les hydrocarbures? Est-ce que le Nigeria a dit... On reviendra sur les produits alimentaires. On reviendra sur la question des produits... Ne faites pas un débat. Vous êtes un intellectuel. S'il vous plaît, je reprécise le débat avec votre permission. Quand je vous suis... Une seconde, non, il faut qu'on mette les points sur les i. On va... S'il vous plaît, je fais l'arbitrage. S'il vous plaît, je voudrais vous demander, rien que pour nos téléspectateurs, qu'on fasse, comme je le dis d'habitude, c'est toujours un plateau de contribution. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais vous prier, monsieur Kasbin Pedjo et vous, M. Aouga, qu'on travaille rien que sur les données et apportons des contributions dont les populations peuvent se servir, mais aussi les dirigeants. Nous sommes sur un plateau très suivi. Il ne faudrait pas qu'on cesse de raconter plein de choses. Voilà. D'abord, quand on dit résilience là, ce n'est pas quand vous prenez un boxeur. Nous sommes dans le domaine du commerce. S'il vous plaît, respectons votre règle. Hein. Nous prenons un boxeur. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on parle la langue, là, ce n'est pas notre langue. Mais on l'a appris, mais on sait ce que c'est. Et vous l'avez déjà bien expliqué. Vous prenez un boxeur qui est sur un ring. C'est lors du combat qu'on mesure sa résilience. Les coups qu'il reçoit, comment il encaisse, et finalement, quand il a tellement reçu des coups, mais malgré cela, après le combat, il a pu gagner.
Et c'est cette capacité d'absorber les chocs extérieurs, les chocs exogènes, d'absorber, de tenir devant une situation imprévue. Personne ne s'attendait à ce que... On était habitué à ce que le Nigeria ferme ses frontières. Ce n'était pas la première fois. Mais on n'a jamais pensé que ça pouvait durer autant. Mais on a compris que c'est un peu le droit du Nigeria. Et encore que nous sommes quand même dans une communauté et que par rapport à cela, le Nigeria devrait quand même tenir compte de certaines choses. Mais ce n'est pas aux Béninois de vouloir chercher à raisonner le Nigeria. Chacun est sur son territoire et chacun essaie de se défendre pour mieux vivre chez lui. Même si nous sommes en communauté, que nous sommes des frères. Et je crois que c'est ce que le Bénin a fait. Le Bénin n'est pas allé pleurnicher. On n'est pas allé pleurnicher, on n'est pas allé à Abuja pour s'agenouiller, pour dire, bon, je vous en prie, excusez-moi, ouvrez. Mais c'est ce que certains voudraient qu'on fasse. Mais on n'a pas fait ça. Donc, on peut dire en bon français qu'on a montré quand même une forme de résilience. Et M. Casmi est en train de lire. Il a lu... Et je ne dis pas ça pour me moquer de lui. Il a lu une statistique, il a lu une étude, il a lu une annonce de l'INSAE. Ça veut dire que quoi? En tant qu'économiste, ces chiffres, il les obtient où? Il les obtient toujours par rapport aux études, soit à l'INSAE, soit à la Banque mondiale, soit les institutions internationales. C'est toujours en économie, on évalue les performances économiques grâce à ces études-là, grâce à ces notations-là. Mais il est avéré aujourd'hui que, sur le plan macroéconomique, que toutes les notations que le Bénin a eues depuis lors ont été positives. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et tout le monde le sait. Vous êtes journaliste, il est journaliste, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Que ce soit faux ou vrai, on peut en discuter. Mais puisque je ne suis pas... Nous ne sommes pas auteurs de ces chiffres-là, et que de tout temps, tous les gouvernements ont toujours été notés de cette manière, quel que soit le gouvernement. Ce n'est pas le premier gouvernement qui a été noté par la Banque mondiale ou le FMI ou d'autres institutions. Chaque régime a toujours été noté d'une manière ou d'une autre. Donc, nous pouvons dire que tout ce que nous craignions par rapport à cette fermeture-là, qui a forcément créé beaucoup de dommages à beaucoup de personnes, créer des manques à gagner au niveau de l'État. On le connaît, on n'a pas besoin d'aller lire quoi. Tout le monde sait, ici vous êtes dans la pratique, une fois que le Nigeria ferme, tout le monde sent qu'il y a problème. Mais qu'à ce que cela ne tienne, on est toujours resté là. Le Bénin est toujours resté debout, avec les difficultés, et on essaie d'aller. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une résilience, et ce qui s'est passé, ça fait changer. Si je ne veux pas aller dans les détails pour vous raconter un peu et comment les gens, parce que j'ai bien voulu qu'on dissocie l'État des peuples et tout ce qui se perçoit au niveau du port, au niveau des frontières, au sud, de manière formelle, c'est différent. Mais dissocier l'État des peuples. Des peuples. Mais c'est les populations qui animent. On revient au niveau des populations, mais vous avez évoqué un aspect aussi important. Oui. Vous permettez, je demanderai l'avis de votre vis-à-vis. Monsieur Casmi Kouidjo, avec cette fermeture, le Bénin a connu, au regard des données officiellement communiquées, quand même des records qui, parfois, à des niveaux donnés, n'ont jamais été obtenus par le Bénin. Quand vous avez ça, dans un moment d'épreuve comme celui-là, quel est le regard de l'analyste économique? Des records de compte performance, 46 milliards, je l'ai dit, jamais égalés par le passé. Des records, s'il vous plaît. Que ce que M. Aouga veut dire, et il n'arrive pas à le dire, je vais lui emprunter, donc cette crise-là, que le coronavirus a quelque chose de malheur. Bon, le coronavirus est venu tenir cette image de la frontière des frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce au coronavirus, aujourd'hui, le Bénin ne peut pas donc pleurnicher, comme vous le dites, chez le voisin de l'Est. Sinon, on allait pleurnicher. Si ce n'est pas le coronavirus qui est venu donc dégrader, créer donc la crise économique sur le plan mondial, je vous jure, à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas de ces chiffres qu'on viendra dire. Grâce au coronavirus, aujourd'hui, il y a des mesures
il y a des mesures qui ont été prises par la Banque mondiale, le FMI et autres partenaires, l'Union européenne, et même pas des locaux, pour donc asseoir une politique, non pas de résilience, je continue de le dire, parce que allez lire dans les annales, on va évoluer. Il n'y a pas de résilience. On va évoluer, les avis ne sont pas d'ailleurs sur cette question. Vous aurez de résilience aujourd'hui en Chine parce que la Chine a fini avec le coronavirus, attend la seconde vague. Donc la Chine a commencé par développer cette capacité de résilience. Et donc aucun pays africain n'a commencé, si ce n'est pas le Maroc, qui a anticipé sur cette crise. Et d'ailleurs, j'en viens à vous. Vous dites que personne ne s'y attendait. Vous êtes un scientifique. Allez demander au ministère de l'économie et des finances s'ils ne s'attendaient pas à une situation du genre. S'ils ne l'ont pas, je demande au chef de l'État de dissoudre ces cadres du ministère du plan et du ministère de l'économie et des finances. Parce que tous les scénarios, j'allais dire, ont été déjà testés dans ce ministère. Au cas où le Nigeria arrivait à nous fermer les frontières dessus, comment va se comporter notre économie? Tout est là, tous les documents sont là. Allez sur le site, vous allez voir. Donc ne me dites pas sur ce plateau que c'est venu comme un imprévu. Il n'y a pas d'imprévu en économie. Alors, lorsque le Bénin, face à cette situation, et arrive à enregistrer de ces records. Le record que nous avons eu, Joël, permettez que je vous le dise, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin, depuis 1960, qu'un rebasage a été aussi médiocre, a été mal organisé, où aujourd'hui, le rebasage constitue une valise dans laquelle le gouvernement va mettre tout ce qu'il veut. Toutes les bonnes performances aujourd'hui sont donc mises dans cette valise-là. Aujourd'hui, on parle du Bénin, on parle des revenus intermédiaires. Quitter l'extrême pauvreté, quitter la misère, la précarité et venir à la pauvreté, vous pensez que c'est une performance, ça là, monsieur Aouga? Monsieur Kazmi, passer de 300 000 francs CFA l'an pour un Béninois et aller à 700 000 francs l'an, vous pensez... 300 000 francs l'an pour un Béninois? 850 $ à 1250 $, c'est de ça il s'agit. Oui. Et que ce soit des données sur papier, des données théoriques. Aujourd'hui, vous pensez que c'est ça? C'est ça on appelle... Des données théoriques, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Théorique, c'est sur papier. La Banque mondiale, là où ils ont fabriqué ça, moi je connais. Moi je connais, je ne vais pas le dire. Vous voulez dire que ces données... Moi je connais là où ces données sont produites au ministère, à Kadjaoun. Moi je connais, je peux vous amener là-bas. Oui. Et vous allez voir, c'est là, les experts de la Banque mondiale, Joël, c'est là les experts de la Banque mondiale viennent chercher les fruits collectés. Ils ne descendent pas là où vous avez cité dans le mono. Enfin, dans l'OME, ils ne descendent pas là. Ils ne viennent pas à Tchaourou. Ils ne vont pas à Kilibo. Ils ne savent pas comment les populations de Baka à Parakou vivent. Ils ne savent pas comment Sinandé est en train de travailler avec le Nigeria. Ils ne savent pas ça. Ils collectent les données. Ils vont nous produire des résultats qui ne reflètent en rien ce que nous vivons. Des militaires sont en circulation, nous arrêtent pour demander 500 francs CFA pour pouvoir prendre de l'essence dans leur moto. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça nous avons les données. Donc, véritablement, ces performances dont il s'agit, moi je dis, sur papier, il n'y a rien à faire. On peut gonfler les notes d'un élève et montrer à ses parents que votre enfant est en train de travailler. Mais quand cela ne tienne, c'est l'examen qui va déterminer si véritablement vous avez un enfant intelligent ou pas. Mieux, c'est la vie active qui verra si véritablement cet enfant a pu avoir cette performance. Et c'est de ça que nous sommes actuellement confrontés. Le Bénin, de cette résilience-là, vous avez vu dans les rues de Cotonou, vous êtes allé à Malanville, voir comment les gens souffrent. Vous êtes allé à Sinandé, voir comment les gens souffrent. Bon, le dollar, du moins le naira, sa pénétration dans notre marché, vous avez fait des études dessus et vous venez nous parler de quoi? Moi, je n'ai jamais dit, en tout cas, je ne fais pas partie de ces langues qui pensent que le Bénin allait disparaître après la fermeture des frontières. Et aucun cadre de... Aucun cadre. S'il vous plaît, monsieur Kazmi, comme je dis, on va évoluer un peu dans le débat. Les données étatiques et puis le quotidien des Béninois, la réalité des populations, elles, qui savent entre elles, créer la symbiose qu'il faut face aux épreuves pour pouvoir toujours continuer à coopérer. C'est aussi important vraiment à savoir, dans une situation comme celle-là, comment chaque population arrive à faire face à une mesure comme celle-là. On a vraiment envie d'entendre ces éléments-là. Mais j'ai l'impression que vous avez quelques réactions avant qu'on ne revienne là-dessus. Vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Et j'aimerais vraiment qu'on ne s'en éloigne pas. Non, on ne va pas s'en éloigner. Monsieur Kazmi la facilité de dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais je le lui concède.
Et j'ai dit tantôt, avant de commencer, pour dire, il faut voir l'État, ce que l'État gagne, ce que le peuple gagne. Voilà. Et lorsque nous avons 700 km avec le Nigeria, plus de 700 km avec le Nigeria, c'est normal qu'une décision du genre doit avoir un impact négatif sur notre activité économique. Je l'ai dit. J'ai dit au même moment, cela les humains, s'il y a quelque chose d'extraordinaire sur la Terre, dans le monde, c'est l'être humain. Oui. S'il y a quelque chose d'extraordinaire sur la Terre, dans l'existence que nous sommes, c'est les humains que nous sommes. Quand vous voyez un avion, c'est l'être humain qui l'a conçu. Quand vous voyez un navire, c'est l'être humain. Même l'ordinateur, c'est l'être humain. Le robot, donc s'il y a quelque chose d'extraordinaire sur Terre, c'est les humains. Donc les décisions au niveau des États n'empêchent pas les humains de se débattre, de chercher à se nourrir, de chercher à satisfaire leurs besoins, même si c'est difficile. Et lorsque je parle du carburant, et que M. Casimir pense que non, ils n'ont jamais dit hydrocarbures, tout ça là. Mais le carburant, est-ce que c'est une activité qui arrive chez nous là? Est-ce que ça n'a pas... Ça seulement, on en profite, on gagne quelque chose dessus. Mais est-ce que aujourd'hui, quand on parle de la fermeture de la Sonacop, tout ça là, est-ce que cela n'a pas déséquilibré aussi notre capacité à nous développer sur ce plan-là? Si on peut étudier, puisque lui, il étudie tout, il a étudié le Naira sur le marché, il a étudié plein de choses. Donc, je crois que le carburant aussi, si le Nigeria était sincère, il ne suffit pas de dire, bon, je ne veux plus que le riz rentre chez moi, je ne veux plus que... Mais ce qui quitte chez vous et qui va perturber aussi les autres. Et puis, je ne sais pas, nous n'allons pas au Nigeria pour voler le carburant. Ce sont les Nigérians qui s'organisent pour le vendre aux pays limitrophes. Et donc ça veut dire que cela fait le beurre à certains Nigérians là-bas. Mais quel est ce groupe là-bas au Nigeria qui depuis des années se permet de faire ce commerce-là et de le répandre sur la sous-région? Bon, mais comme j'ai dit tantôt que les peuples n'attendent pas les États pour manger. Donc les Béninois ont saisi l'occasion, cette opportunité-là. Bon, on peut aller se prendre l'essence au Nigeria et venir vendre à Cotonou et ça fait manger. Et je paie à son âme. Je disais à Mathieu Kérékou a dit dans le temps, bon ben, si c'est ça, ça peut nourrir les gens. Puis on voyait le danger. On voyait le danger que tout le monde s'adonnait à ça et que ça ne permettait pas que la Sonacop puisse vendre convenablement. Mais ce problème-là a été perçu depuis des années. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Sonacop est fermé, effectivement. Et pourtant, malgré la rigueur de ce Nigeria-là, l'essence continue de couler dans la sous-région parce que ceux qui le vendent, ce sont des Nigérians. Parce que ceux qui l'amènent ici pour le céder aux Béninois, c'est eux qui font le commerce, puis tout l'argent va au Nigeria. Alors, donc, quelque part, si les gens devaient être sérieux, on ne devrait plus avoir un seul litre ici. On aurait compris qu'effectivement, ils sont dans une autre politique et tout. Mais on a dit, ils ont sélectionné, le riz ne doit pas passer. Nous, on ne produit pas autant de riz pour pouvoir l'exporter. Et même tout ce qui vient ici, on ne fait pas d'exportation de riz. Alors, le commerce informel entre le Bénin et le Nigeria représenterait 20% du PIB du Bénin, a annoncé la Banque mondiale. Alors, vous parlez justement de ces petits gens-là. Pensez-vous que ceci a eu engendré une certaine perte à leur niveau au point de ne pas pouvoir tenir la route? Tout à fait. Tout le monde n'a pas le courage de prendre certains risques. C'est ça. Lorsque une décision du genre arrive, ça met à mal la capacité de mener l'activité de manière beaucoup plus facile et tout. Les gens se cachent, ils passent par d'autres chemins, et ça oblige à dépenser plus, à être beaucoup plus ingénieux. Je ne vais pas, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, parce que... Il y a eu de la créativité de ces petits... Il y a eu de la créativité. Dans tout pays, lorsqu'une loi... l'État sort une loi, par exemple, mais les hommes cherchent toujours à contourner d'une manière ou d'une autre.
d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les gens s'adaptent toujours à toute situation. Et c'est ce qu'on a observé, que les Béninois se sont adaptés. Cela ne veut pas dire que tout va bien chez tout le monde. C'est ça. Avec beaucoup de courage, et malgré les douleurs et les difficultés, les gens se sont adaptés. Bon an, mal an. Oui, voilà le quotidien. Et on n'a pas le choix. Des petites gens, durant cette situation, comment vous l'avez observé de votre position d'investigation, bien entendu. Oui, le Nigeria a préservé ce côté séculaire qu'il y a entre le peuple béninois et le Nigeria, malgré cette guerre. Je vais le lui dire, allez-y, dans les thèmes que vous voulez. Ils ont préservé le secteur informel, la contrebande, si vous voulez, a été maintenue, a été préservée dans cette crise. Mais là, c'est ce qui justifie ça. C'est pas un drame. Encore c'est un drame. Le Nigeria qui vous a dit, la contrebande. C'est eux qui viennent vous mentir sur le plateau pour vous dire ce qui n'est pas, ce que cette crise n'est pas. Ah bon? Le Nigeria sait là où il veut frapper. Et il a frappé là où il faut frapper. Donc les petites gens n'étaient pas directement visés. C'est pas eux qui sont dans le viseur. Et je vous ai dit tout à l'heure que le Niger est le premier partenaire depuis le 4e trimestre 2019. Le Niger est le premier partenaire. Mais les produits qui n'arrivent pas à passer par ces mêmes produits, aujourd'hui, peut-être que ça passe pas le Niger, il ne veut pas le dire. Moi, je vais le dire. Les magasins qui sont au niveau de, enfin, vers la côte est du Nigeria, enfin, la côte ouest, c'est-à-dire la côte est du Bénin, les riz qui étaient en stock dans les magasins ont disparu. Ça prépare où? C'est les rongeurs. Ce n'est pas la résilience. Voilà, ce n'est pas la résilience. C'est pas la résilience, ça c'est de la tricherie. On appelle ça la tricherie, c'est la contrebande. Et le Nigeria n'est pas contre la contrebande. Le gouvernement fédéral ne veut pas lutter contre la contrebande. C'est la preuve que l'essence continue pas à circuler. L'essence de la contrebande circule. Non, ils veulent lutter contre quoi alors? Alors, ils veulent lutter contre quelque chose que M. Aougassé ne veut pas dire. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Je sais comment. Je n'ai pas à le dire. Non, il faut le répéter. Vous le connaissez. C'est pas à moi de vous le dire. On n'a jamais fait un débat comme ça. Et le Nigeria a atteint ses objectifs. Et le Nigeria a atteint ses objectifs, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe, parce qu'ils ont éprouvé les recettes publiques au niveau de l'État. Mais la société Bénin Contrôle, allez leur demander les comptes. Ils vont vous dire les manques à gagner. Puisque vous ne savez pas, je vais vous le dire. La société Bénin Contrôle. Allez-y, leur demander des comptes. Bénin Contrôle, c'est une société privée. De qui appartient à qui? Oui, mais c'est quoi le... Je continue. Je vais expliquer un peu. Pour vous dire, la ribambelle, la cargaison de riz qui était stockée a pris désormais par une autre voie, moins illicite qu'avant. Mais toujours est-il que le peuple nigérien et béninois continuent donc pas se gaver, pas manger à volo. Ce n'est pas ça qui préoccupe l'État fédéral. Ce n'est pas ça là. Ce qui préoccupe l'État fédéral, il connaît. Et donc, ce n'est pas aller pleurnicher au Nigeria qu'on a demandé. On a demandé juste de réajuster vos réformes, d'appliquer les choses selon la convention qu'il y avait entre le pays, enfin le Nigeria et vous. Mais vous venez... Vous savez, M. Joël, je vais vous dire, toujours selon l'INSAE. Donc 5 minutes, hein, et oui. On va clôturer. Le Bangladesh, un pays asiatique, est le premier pays client du Bénin au cours du trimestre 2020, avec 40,8% de la valeur globale des produits vendus à l'extérieur. Ça, c'est le titre. Les principaux produits exportés vers ce pays sont le coton. Le coton, entre parenthèses, à l'exclusion des linter, non cadrés ni payés. Ça, c'est des thèmes que le maillon du coton, il connaît. Pour vous dire quoi? Il y a aussi le tuto et autres résidus solides issus toujours de cette activité. Pour vous dire, c'est ces chiffres-là que la Banque mondiale vient collecter pour aller donc dire que la croissance est de 10 900%, est de 1 milliard de pourcentage, est de ceci, est de cela. C'est ces chiffres-là. Le Bénin travaille, les producteurs béninois travaillent pour aller vendre au Bangladesh. Dites-moi, le deuxième, c'est l'Inde. C'est toujours l'Asie. Le troisième, les Émirats arabes unis. Je peux continuer, hein? Le quatrième, ainsi de suite. Mais c'est le Nigeria est le 12e pays en exportation.
Vous voulez que je continue mes analyses? Non, le problème Vous voulez que je continue? Ces données en lien avec cette situation. Vous ne voyez pas le lien. Où? Je vous dis, Bangladesh, très loin en Asie, juste à côté du Nigeria. Et le Nigeria aujourd'hui 12e. Le Nigeria est relégué au 12e rang. Oui. Est-ce que le Bénin a choisi? Le Bénin ne choisit pas, le commerçant ne choisit pas ses partenaires. Ah bon? Oui. On ne choisit pas, le commerce est naturel. Comme il a dit, vous voyez, le commerce, on ne choisit pas. On ne choisit pas. Le commerce est naturel. C'est pas vous, c'est pas vous. Le Bénin n'a pas choisi. C'est au plus offrant. Au plus offrant, on traite. C'est ce que vous voulez dire. Il faut être précis. Le Bénin n'a pas choisi. Vous, lorsque aujourd'hui le Nigeria a fermé ses frontières, il n'y a rien à faire. Vous perdez. Face à un peuple. D'accord. Ça, c'est les exportations. Face à un peuple qui envoie depuis Bangladesh, qui envoie depuis les Indes du riz, ces pays-là qui sont en Asie veulent venir au Nigeria et passent par le Bénin. Vous êtes juste à côté du Bénin. Et vous choisissez. Donc, pour vous dire que leur politique ne peut que plaire. Leur politique ne peut que plaire à la Banque mondiale et au FMI. Oui, allez-y. Une seconde. On choisit toujours. Et un État sérieux choisit toujours. On choisit. Donc, on dit qu'on ne choisit pas, on choisit. Et c'est pour cela qu'il y a des plans, il y a des programmes, il y a des politiques. Et le Nigeria, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes à côté du Nigeria. Nous avons ouvert les yeux. Et on s'est retrouvés à côté du Nigeria. Vous l'avez choisi ainsi? Non, ça, ce n'est pas un choix. Okay. Notre vivre en environnement, être à côté du Nigeria, ce n'est pas un choix. Mais faire le commerce, lorsqu'il y a une difficulté quelque part, on peut choisir. Donc, quand le Nigeria a décidé de fermer ses frontières, ça, c'est aussi un choix politique. On ne peut pas dire que le Nigeria n'a pas choisi. C'est un choix politique. Puisqu'on est toujours resté ensemble tout le temps. Et quand nous parlons, il ne faut pas croire que c'est seulement le Bénin qui profite du Nigeria. Le Nigeria aussi profite du Bénin. Maintenant, venons au niveau, juste une minute, pour parler de Bénin Contrôle. Bénin Contrôle, Casimir a ça, et il agit tout souvent là. C'est pas Casimir. Enlevez mon nom de votre bouche. Merci. Pour que la justice aussi cesse de me regarder et regarde les autres Béninois. Cessez de scléroser le débat autour de Casimir Pédia, c'est pas l'opposition. Je suis journaliste et je défie quiconque me prouvera le contraire. Oui, laissez-moi en paix. D'accord. Je ne tue pas de l'opposition. D'accord. Maintenant, il y a c'est une fausse information. Moi, je vais demander que, avant de dire certaines choses sur le plateau, il faut bien creuser les choses. Et puis, on voit que, les gens sont rentrés dans l'activité il n'y a pas longtemps, donc on dit, Bénin Contrôle, c'est quoi? C'est une société privée de droit béninois. Qui fait quoi? Qui s'occupe du programme de vérification des importations, nouvelle génération. Il paraît que ça se substitue à la douane. Non, justement, c'est ça que je vais expliquer. Donc, le programme de vérification des importations existe depuis. Quand? Une seconde. C'est pourquoi j'ai dit les gens sont rentrés dans l'activité il n'y a pas longtemps. Depuis 1960. Depuis des années, déjà, au moment où Soglou était là, on faisait. Je ne sais pas si Casimir a jamais importé quelque chose. S'il a jamais étudié l'économie, je ne sais pas s'il a. Voilà. Donc moi je lui parle. J'importe de l'information et j'exporte de l'information. Merci. Quand on veut importer, vous allez à Bivac dans le temps. Il y avait même avant Bivac, il y avait Cotecna. On revient sur cette question parce que on a moins d'une minute. Alors la fermeture se poursuit. Quel est votre plus grand souhait ou comment voyez-vous l'avenir dans les rapports? Non, l'avenir sera obligé d'être radieux. Merci beaucoup à vous. Aussi bien le Nigeria que le Bénin. Merci. Malheureusement, on ne peut plus donner la parole à M. Casimir. Ce fut un plaisir, ces invités, pour avoir été des nôtres. 100% Bénin, on va s'en arrêter là. Oui, malheureusement, on se retrouvera une autre fois pour poursuivre le débat, l'ouverture pour très bientôt. On croise donc les doigts. Ces citations, enfin, de Diderot, avant de vous fausser complètement compagnie. La faiblesse qui ne sait ni empêcher le mal, ni ordonner le bien, multiplie la tyrannie. Que le bien l'emporte. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt.